Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien essentiel sur François. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Gunther Pauli. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes belge? Bah oui, on peut pas le cacher peut-être. Je mange des frites, j'aime les moules et je bois de la bière. Parfait, c'est pas pour ça qu'on vous reçoit, mais bien pour votre nouveau livre, L'économie bleue 3.0, qui en fait n'est pas réellement nouveau. Pourquoi 3.0? C'est un best-seller. Vous l'avez revu, augmenté? Mais c'est-à-dire que j'ai démarré le livre qui fut publié la première fois en 2009 en anglais. Maintenant, bien entendu, le temps a changé. J'ai passé 12 années quand même dans le bain et il est urgent qu'on quand même présente les cas les plus évidents, les plus impactants pour quand même donner un peu d'espoir dans ce monde. Donc ce livre a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires et traduit en 41 langues. Bah, on l'a dépassé, on est à 2 millions d'exemplaires, on est à 52 langues. D'accord, donc la quatrième de couverture des Bah éditions oui, de ça va l'Observatoire vite, hein, est, ça va vite. est déjà obsolète. Alors, comment vous présentez l'économie bleue en termes simples, en résumant? Qu'est-ce que c'est par rapport à l'économie Verte. rouge, verte, Mais, noire? mais parlons de l'économie verte. Comment est-il possible que nous avons une économie où tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui est bien pour la nature est cher? C'est-à-dire, on a créé une économie durable pour les riches. C'est pas possible. Et la raison pour laquelle on est coincé, parce qu'on a un modèle d'affaires où la concurrence est déterminée par votre capacité d'être le moins cher. Mais pour moi, d'être moins cher que Bangladesh, Brésil, la Chine, il faut que je triche, hein. Je peux pas le faire à la française ou à la belge, où je prends soin de mes employés, où je prends soin de l'environnement, où je ne triche pas. Et alors tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'est le modèle, l'encadrement du modèle qui est faux, et cet encadrement, il faut le changer. Et changer, ça veut dire une autre économie. Une économie aussi capitaliste, de concurrence, une économie où le bien commun est central, où l'efficacité et la productivité est quand même complémentée par la résilience. Et comment est-ce qu'il faut le faire? Mais voilà, on utilise ce qu'on a localement disponible. Et au lieu de concurrencer sur le prix, on va concurrencer sur le fait qu'on crée beaucoup plus de valeur. C'est la valeur ajoutée qui joue. Et c'est ce qu'on a appris quand on a fait un MBA, comme moi à l'INSEAD. C'est ce qu'on a appris quand on a étudié l'économie. Oui, vous êtes économiste de formation. Mais évidemment, mais on a oublié d'appliquer que la valeur ajoutée est le plus important. Et tout d'un coup, tout le monde est bourré dans sa tête avec le supply chain management, le core business, le core compétences, et on a des consultants qui ne font que vous vendre la logique. Hmm. Alors, moi, je me suis dit, non, l'économie bleue, on travaille avec ce qu'on a, valeur ajoutée, on répond aux besoins de base de tout le monde, y inclut la nature, et notre but, c'est la résilience avec une haute productivité. D'accord, donc pour vous, l'économie verte est une impasse. C'est du bricolage, du colmatage d'un système qui Ce sont intrinsèquement ne des peut erreurs pas. de parcours. D'accord, c'est une crise d'adolescence qu'il faut dépasser pour arriver à l'âge adulte de l'économie bleue. Et j'espère que peut-être après l'économie bleue, il aura l'économie de bonheur. Quand même, aussi l'économie bleue est de passage, il faut apprendre, il faut innover. Mais comme nous avons seulement intérêt à innover dans les technologies, dans la génétique, dans la robotique, dans l'intelligence artificielle, on a oublié d'innover dans les modèles d'affaires. D'accord, donc vous vous appelez à un changement complet de paradigme et à une économie bleue qui serait en gros la clé de voûte de cette économie, ce serait le biomimétisme. L'inspiration de toutes les bonnes grandes innovations qui ont été réalisées, qui ont fait leurs preuves, on les trouve dans la nature. Prenons l'Internet. L'Internet, quel est le meilleur Internet? C'est pas 5G, hein. C'est pas fibre optique. Le meilleur Internet, ce sont les champignons, les fungi, qui ont quand même un réseau qui est si dense qu'ils ont 1 kilomètre de fil pour transmission de données et pour organiser le commerce sur millimètres cubes. Alors, quand même, ça se compare pas du tout avec le IoT, the Internet of Things, qui propose d'avoir 1 million de connexions sur kilomètre carré. C'est-à-dire que nous avons des exemples dans tout, partout, où la nature
à toujours réinventer quelque chose qui dépasse de loin ce que l'être humain prétend aujourd'hui d'être la pointe de la technologie. Est-ce que vous allez jusqu'à dire que l'homme n'a jamais rien inventé au fond et sans le savoir, tout ce qu'il invente est déjà inscrit dans la nature? On fait des découvertes, Mmh. on fait pas de tout le dessin. Euh, si on parle de la génétique, mais les virus font la génétique depuis le début de la vie. Hein. Si vous avez un virus à travailler, bon voilà, il va se muter. Hein. Il n'a pas d'ADN, alors il se mute. C'est tout à fait normal qu'un virus qui a quand même un rôle spécifique dans la nature, par un dessein divin, Mmh. il faut le dire, parce qu'il y a un dessein derrière, il y a une intellectualité derrière. Si on prend ça et on constate que tous les virus vont avoir au moins 2000 variations, 2000 mutants, on ne peut pas l'arrêter, c'est la nature. Alors nous, on le fait avec la génétique, les OGM, on leur rajoute un peu de chimie, on change un peu la fonctionnalité, mais tout ça, c'est ce qu'on dit en anglais, bread and butter. C'est la beurre et du pain. C'est le normal, c'est la base. D'accord, donc on a vu que vous étiez auteur à succès, conférencier, économiste de formation, on l'a dit. Vous êtes aussi un entrepreneur. Vous n'avez pas seulement théorisé, conceptualisé l'économie bleue, vous l'avez mise en pratique depuis maintenant plusieurs décennies. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrets pour ceux qui se diraient tout ça c'est bien gentil, mais comment on fait concrètement? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'économie bleue voilà. Par exemple, vous avez réclamé un verre d'eau du robinet juste avant l'émission. Pourquoi est-ce que l'eau, le bleu vient aussi du cycle de l'eau, j'imagine, et particulièrement, pourquoi est-ce que ça vous tient à cœur de ne pas utiliser d'eau minérale en bouteille, en plastique? Mais en bouteille vert, oui, mais en plastique, non. Je suis d'ailleurs le président de l'entreprise la plus importante de l'Europe de bioplastique. Parce que moi, je sais que nous avons fait des gaffes énormes. Tous les ingénieurs chimiques qui sortent des universités, tous les ingénieurs ont appris à faire des polymères, mais il n'y a ni une université qui ait mis un diplôme où on apprend à produire et faire le dessin des polymères qui dégradent dans l'eau, dans l'air et dans la terre. C'est incroyable. Si vous n'apprenez pas comment le faire, c'est évident que vous avez des plastiques qui sont biodégradables dans la terre, mais qui ne se dégradent pas dans l'eau de mer, parce qu'on sait tous que le sel est un conservateur. Alors, si moi j'ai l'eau salée, je conserve les plastiques, et bien entendu, j'ai des millions de tonnes de plastique dans l'eau de mer, et tout d'un coup, on a un problème. Mais non, c'est qu'on n'a jamais pris le temps d'enseigner comment le faire. Et je ne peux pas seulement en faire le constat. Ça, c'est ma caractéristique. Je passe à l'action. Alors aujourd'hui, Novamont, l'entreprise qui a quand même 60% du marché européen des bioplastiques, fait des plastiques avec des chardons et des betteraves. Alors, il faut quand même démystifier un peu ce qu'on est en train de faire. C'est pas magie, c'est tout à fait simple. C'est un peu comme fait la nature. Si vous avez des chardons qui normalement sont traités par des glyphosates, on va éliminer les chardons. Mais les chardons, c'est une plante qui est une réponse de la nature, ce sont des plantes pérennes. Alors on a une huile. L'huile, on traite, on a un acide. Et les betteraves, voilà, c'est du sucre. Sucre, c'est l'alcool. Alcool et acide, monomères. Des monomères, polymères. J'ai des plastiques. C'est-à-dire que nous avons démystifié la réalité. Mais quel est le résultat? Que les agriculteurs gagnent 5 fois plus. Ah! Sans subvention. Ah, mais c'est le miracle, c'est pas un miracle, c'est le modèle d'affaires de l'intégration de l'agriculteur au produit fini qui nous permet de faire des cas concrets dans la transition écologique et économique. Et c'est ça ce que je m'engage. J'ai fait plus de 204 projets en 12 ans, et ces 204 projets avec des équipes extraordinaires appuyées par 3000 scientifiques. Alors, d'avoir le think tank des scientifiques et d'avoir le do tank des faiseurs, pas des diseurs, on a des faiseurs qui traduisent immédiatement en action.
Mais alors, vous êtes aussi peseur, mais on peut vous dire, vous prêchez pour votre paroisse puisque c'est votre business. Est-ce qu'il y a on parle d'un greenwashing, d'entreprises qui font des affaires sur une bonne conscience écologique. Vous, est-ce que vous faites pas une sorte de blue washing? Mais évidemment, je suis en train de blue washing, c'est évident. Mais nous avons une petite différence. Nous avons tout cela open source. C'est-à-dire que, par exemple, le concept qu'on a lancé de pouvoir cultiver des champignons sur le marc café, aujourd'hui, il y en a 6000. Alors, racontez cette histoire de le marc de café, justement, parce que normalement, c'est un déchet Ouais. dont on ne fait rien, et vous le réutilisez pour en faire des coffee bars. Bah, entre autres des coffee bars, mais plus important, avant d'arriver au coffee bar, on était dans une étape encore beaucoup plus simple. On a dit comment est-il possible que la biomasse récoltée par un caféculteur est 100. Ce que je bois dans ma tasse de café est 0,2. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais vu des campagnes de Greenpeace contre les fanatiques du café. C'est-à-dire que les buveurs de café, c'est-à-dire que nous avons quoi? Nous avons un système de consommation qui ne considère pas la grande majorité. Alors au début, on a fait les champignons. Il y a 6000 entreprises, on donne ça open source, j'ai aucun intérêt. Mais on a besoin de quelqu'un qui déclenche, qui est le premier, qui fait la preuve. C'est nous. Nous, on fait la preuve. C'est du blue washing. Oui, parce qu'on va laver tout bleu, parce que par après, il y a des milliers et des milliers d'entrepreneurs qui suivent. Et des entrepreneurs qui ont un modèle d'affaires qui fonctionne. Mais quand on a quand même, grâce à ces travaux, on a appris que la pulpe de café est bourrée d'antioxydants. C'est la source la plus riche d'antioxydants du monde. C'est un superfood. Alors on a un superfood qu'on jette. Et pourquoi qu'on jette? On le jette parce qu'on a utilisé une chimie pour protéger la graine du café contre des champignons, contre des insectes, et on ne peut plus le manger. On dit voilà, on va travailler avec ceux qui font bio. Seulement bio. Mais au lieu de seulement acheter alors cette graine, on achète la totalité de la cerise, et la totalité de la cerise avec la graine, avec un peu de beurre de cacao, devient un produit qui s'appelle Coffee Pixel. Alors, ça me permet de payer le caféculteur 5 fois plus. Encore une fois, 5 fois plus. Pas 20% de plus, 5 fois plus. Et il y a tant d'argent dans l'affaire que j'ai l'opportunité de poser quelques conditions. Et les conditions, c'est qu'il va régénérer la forêt tropicale humide pour avoir plus de café bio. Parce qu'on dit le bio, c'est moins productif. C'est vrai, c'est moins productif. Mais c'est moins productif pour les grains. Mais moi, j'utilise la totalité. J'utilise déjà la totalité de la biomasse. Et en plus, j'ai une biodiversité qui inclut les mélipones, ce sont les petites abeilles qui ne piquent pas, qui vont polliniser les fleurs de café avant que les fleurs ne s'ouvrent. Alors quand les fleurs s'ouvrent, c'est du thé. Alors maintenant, j'ai champignons, j'ai thé, j'ai café et j'utilise les antioxydants. Je fais alors une sorte de fanfare, d'opportunité pour tout le monde et on partage. Et on partage. Mais je suis très clair, il faut avoir quelqu'un qui fait le premier pas. Il faut faire la preuve que le négoce cloche. Sinon, ce sont des rêves. Et du coup, le bio, vous récusez cette étiquette. Enfin, dans le livre, vous expliquez que ça, le label bio tel qu'il est exploité actuellement, en fait, il est très ambigu, quoi. Il y a le pire et le meilleur derrière cela. Vous positionnez comment? Vous revendiquez qu'on réhabilite le bio, ou vous voulez carrément dépasser à l'opposition entre le bio et le non bio Je suis actuel? jamais contre. D'accord. Jamais contre. Je suis pas contre le nucléaire, je suis pas contre les vaccins, je suis contre rien. Je suis en faveur de la meilleure solution. Et moi, avec mes chercheurs, j'ai quand même 3000 chercheurs du monde entier. J'ai un cadeau de la vie, grâce à l'expérience au Japon, d'avoir accès à tous ces chercheurs. Et alors, quand mes chercheurs me disent, mais Günther, quand même le plus intéressant, c'est pas de dire ce que vous n'avez pas fait, parce que quand vous dites bio, pas d'engrais synthétiques, pas de pesticides, pas d'herbicides. Alors, vous avez dit ce que vous n'avez pas fait. L'heure est arrivée de dire, mais ce produit,
est-ce qu'elle a régénéré la forêt tropicale? Est-ce qu'on a régénéré la biodiversité? Et bien entendu, les gens aimeraient bien savoir que oui, on a régénéré la biodiversité, mais vous n'êtes pas capable de régénérer la biodiversité en faisant quoi? La chimie des glyphosates? Mais non, c'est pas possible. C'est évident que vous l'avez éliminé. Alors, au lieu de payer cher pour avoir une certification, travaillons en bonne confiance avec tout le monde et développons les produits qui vont régénérer biodiversité et la forêt tropicale humide. D'accord. Alors, il y a d'autres exemples que vous donnez dans le livre, qui relèvent, pour le profane, presque de la science-fiction. Il y a notamment, je pense à l'histoire de la Wi-Fi par la lumière, la Li-Fi. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et pourquoi c'est pas, une histoire de professeur tournesol, si je puis dire? Ah non, c'est professeur Suatopsu, un Français de l'université Saclay, Paris, qui l'a inventé. Mais déjà, dans le premier brevet de Monsieur Bell, qui est quand même à la base de pas mal d'inventions de la communication, il a un brevet, il a déposé un brevet sur les phototéléphonies. Alors, il faisait le téléphone avec la lumière. En 1880, il faisait déjà. Alors, soyons réalistes, c'est-à-dire que transmission des données par lumière est facile. Est facile en théorie, mais il nous manquait l'outil, parce que l'outil est une ampoule. Et l'ampoule ne faisait pas vraiment, n'était pas l'outil qui nous permettait de faire des transmissions de données faciles. C'était trop lent. Jusqu'est arrivée la lampe LED. La LED clignote jusqu'à 100 millions de fois par seconde. Alors, en clignotant, on transforme le flash en code Morse. Et comme tout ce qui est digital est un 0 ou un 1, c'est très facile de transformer 0,1 en code Morse. Et c'est que le Li-Fi qui fut inventé commercialement par Suatopsu, français, Paris, c'est lui qui a quand même mis en œuvre cette évidence que notre capacité de transmission de données est faisable avec la lumière. Quelle est la grande différence? Eh bien, ondes radio disponibles commercialement par des licences d'État, il y en a 600. Ondes lumière qui ne sont pas réglementées, 1 milliard. Waouh! On est devant la démocratisation de l'Internet. Vous savez bien que les États vont être tentés de les réglementer dès lors que ce sera un marché juteux. Alors je les souhaite bonne chance de réglementer la lumière. Mais je leur souhaite bonne chance. Entre-temps, en utilisant cette technologie de la lumière, ça nous permet d'avoir une vitesse de transmission de données d'aujourd'hui qui est déjà 10 fois plus que le 5G. Aujourd'hui, commercialement. Alors, ne parlons pas de 5G en faveur ou contre, parlons du meilleur service pour le client. Parce que c'est ça ce qui m'intéresse. Mais si c'est si simple et en plus rentable, pourquoi c'est pas déjà opérationnel et répandu, comme vous l'appelez de vos voeux? Qu'est-ce qui freine? Alors, vous vous rappelez du Wi-Fi? Oui. Vous utilisez le Wi-Fi. Ça a pris quand même 17 ans pour avoir les standards de Wi-Fi dans les ordinateurs. Alors, toute nouvelle innovation qui s'intègre dans un ordinateur ou un portable doit passer par un cycle. C'est maintenant. Ce mois-ci. Là, avril 2021. Avril 2021, Oppo, l'entreprise chinoise des portables, a sorti à Shanghai le premier portable avec Li-Fi. A sorti. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils le font? Oppo, pourquoi pas Huawei? Pourquoi pas Samsung? Ah, parce qu'on ne peut pas hacker. C'est un téléphone spécial, haut de gamme, qu'on ne peut pas hacker. Ah, on ne peut pas hacker? Ah oui, tout le monde sait très bien qu'avec les ondes radio, on peut hacker tout le temps. Même la pauvre Madame Merkel fut hackée par les Américains. Alors, quand vous avez un système où le hacking est normal et le standard, si vous avez un intérêt de vous protéger contre cet enlèvement de vos données, eh bien, vous le faites avec un système
qui ne passe pas par les réseaux et qui vous donne la sécurité que vos informations sont protégées. Et la Chine est leader. Corée est prêt. L'année prochaine, Samsung sortira en Corée le téléphone Li-Fi. Et Apple a déjà préparé les algorithmes pour le prochain téléphone. Ils se sont fait hacker récemment. Mais c'est évident, si votre base sont des ondes radio, mais c'est évident que vous seriez hacké. Et pire que ça, on sait très bien qu'avec les ondes radio, c'est le big data qui va prendre soin de vos informations. Eh bien, avec le Li-Fi, c'est pas possible. Alors, bien entendu, il y aura une opposition des 10 grosses boîtes qui contrôlent le big data. Ils vont refuser, rejeter et projeter tous les drames du monde à cause de ça. Mais il y a un leader qui a décidé de le faire. C'est la Chine. Et donc le reste du monde suivra pour vous? S'ils ne suivront pas, voilà, ils seront dans l'époque du passé. Et vous diriez que c'est une forme de révolution industrielle, ce Li-Fi, du même niveau que... Sans doute. Qu'a pu l'être l'imprimerie ou les premiers modems, par exemple Je n'en ai pas de doute, parce que dans le plan expérimental aujourd'hui, on peut déjà faire des transmissions de données avec le Li-Fi à 3 Tera par seconde. Qu'est-ce que ça veut dire, 3 Tera? Ça veut dire 10 000 fois plus que le 5G. Voilà, donc là ça parle... 10 000 fois plus. On n'a pas de puces qui sont capables aujourd'hui de procéder avec un tel volume de données. Mais quand on change cet écran-là est un écran digital. L'écran digital prend quand même des pixels. Mais les pixels devant l'écran, les pixels émettent une lumière. Lumière, ça c'est une onde et des photons. Et aujourd'hui, la technologie existe pour activer les photons. Ça veut dire que moi, j'ai un écran 3D. Un écran 3D a besoin de 150 millions de pixels. Celui-là est à 100 000. C'est-à-dire que j'ai besoin dans le futur, si on entre dans le vrai 3D et pas le virtual reality, mais le vrai, on a besoin d'une transmission de données au moins à 100 gigs par seconde pour le consommateur, pour tout le monde, pas seulement pour les militaires et les services secrets. Et donc, ce qui vaut pour le Li-Fi en termes de frein, vous avez parlé des gros acteurs en place, qui sont du coup un frein à l'innovation et qui feront tout pour saboter, par des méthodes conventionnelles ou non, ce genre d'innovation. Si on transpose ce raisonnement à l'économie bleue en général, qu'est-ce qui, à votre avis, freine son adoption par la planète entière, la planète bleue? C'est les gouvernements en place, les États, les ONG, enfin, quels sont les freins institutionnels ou culturels peut-être? Le plus grand frein, c'est l'ignorance. Les gens ne connaissent pas le Li-Fi. Si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas l'acheter. C'est-à-dire que nous avons une ignorance extraordinaire. Si vous ne savez pas qu'il est possible de faire du papier avec les déchets des mines, mais vous ne le demandez pas. Mais si c'est moitié de prix et c'est fait sans couper un arbre, sans usage d'eau et recyclable pour toujours, vous dites pourquoi ce n'est pas là? Eh bien, en Chine, on l'a. La prochaine usine sera mise au Maroc. Imaginez-vous, le Maroc, premier grand investissement au Maroc après le Covid, c'est une usine pour fabriquer carton ondulé avec les déchets des mines des phosphates. Et on élimine la poussière de l'air. C'est-à-dire que si vous ne le savez pas, il est impossible pour vous d'agir. Pour moi, c'est problème numéro 1. 2, le deuxième problème, c'est que l'Europe a réglementé tout. Mais tout. C'est-à-dire que si moi j'utilise maintenant dans ce produit la pulpe est considérée par l'Europe comme un ingrédient nouveau. Et comme c'est nouveau, vous n'avez pas le droit d'utiliser sans déposer un dossier scientifiquement bien appuyé. Mais ma réaction, mais les Arabes en Syrie, au Yémen et en Éthiopie, ils le mangent depuis 1000 années. Oui. Et vous me dites que c'est nouveau et vous m'imposez maintenant toute... Ah oui, je comprends qui est derrière. Ceux qui ont l'intérêt de continuer à vendre des antioxydants à des prix aberrants n'aiment pas du tout qu'il y a une démocratisation du produit. Et je crois que nous avons des règlements qui bloquent
tout le temps. Et qui vont contre les principes même de l'Europe, qui est la concurrence libre et non faussée. Ah, mais l'Europe n'a pas de concurrence libre. Moi, avec mes bioplastiques, j'ai un sous-produit. Et les sous-produits de Novamont incluent les substituts pour les glyphosates. Glyphosate en 2022, même si Macron avait dit plus de glyphosate après 2022, glyphosate va obtenir cette année de l'Union européenne, de la Commission, du Conseil des ministres et des présidents, il va obtenir un permis pour vendre encore quelques années dans l'entièreté de l'Europe. Moi, avec mes produits substituts glyphosate, je suis obligé de demander un permis, de faire des tests pour des pommes de terre en Belgique. Si j'aimerais bien tester les pommes de terre en France, je dois faire autre demande, autre test pour les pommes de terre en France. Oui, nous, on est les champions du monde, je pense. C'est-à-dire que glyphosate, réglé pour tout le monde pour 5 ans, toutes les applications, protestation oui ou non, comme les gilets jaunes, on les fout à la porte, on va confiner tout le monde, on va faire arrêter tout le monde. Et tout d'un coup, moi je me dis, mais comment est-il possible? Il y a, pour la France, l'opportunité de mettre au moins 5-6 usines pour substituer les glyphosates et ne réagit même pas. Pourquoi? Parce que les réglementations pour arriver au marché avec un produit qui est 100% naturel, qui n'a pas de solvant, qui a seulement été traité par une fermentation naturelle et par pression et température, eh bien, on est soumis comme si c'était un produit qui vient de l'espace. Si nous sommes des extraterrestres, il faut avoir quand même un contrôle très, très, très pointu. Et c'est là où je crois que nous avons le deuxième grand problème de l'Europe, c'est que l'Europe a réglementé tout qui existe, et tout ce qui est innovateur et tout ce qui est nouveau est bloqué par des procédures et des administrations qui malheureusement ne sont pas en contact avec ce qui est la réalité de la vie. Qui sont quand même très instrumentalisés par les lobbies, tous ces règlements, c'est eux qui contribuent à l'inflation de normes et de règlements qui entravent tout ce qui pourrait abîmer leur monopole, non? Je crois qu'encore une fois, je ne vais pas me mettre dans la critique ni dans le négatif. J'ai devant moi des procédures qu'il faut suivre. On les suit. On a les permis en Italie. On a les premiers permis en Belgique. On va avoir les permis partout. Seulement, c'est l'Européen qui va perdre parce que ça va nous prendre 10 ans de plus, 20 ans de plus pour éliminer les glyphosates avec un produit qui est naturel et meilleur marché. Et c'est ça ce que je ne comprends pas. Nous sommes selon la logique de l'encadrement, de la concurrence globale. Nous sommes exactement là où on devrait être, mais on n'arrive pas au marché par des règlements qui sont du passé et pas du futur. Vous éludez quand même les sujets qui fâchent. C'est un parti pris d'être uniquement positif, ou alors vous prenez le risque d'être traité de naïf ou de ne pas vouloir voir les problèmes structurels qui entraveraient des vrais progrès pour l'humanité. Je suis un surfiste. Je suis un surfeur. D'accord. Où sont les vagues? En Belgique, c'est difficile. Où sont les vagues? Où c'est les vagues? Et moi, je choisis mes vagues. Et en général, les vagues sont à la périphérie. Devant la côte belge, il n'y a pas de grandes vagues. Il faut aller à Hawaï ou le sud Portugal. C'est-à-dire que je vais là où il y a le moindre de résistance et le plus d'enthousiasme pour vraiment mettre en œuvre une économie qui est inspirée par la nature, qui répond aux besoins de tout le monde, qui crée de la valeur. Et nous sommes les champions de la création de l'emploi. N'oublions pas. Parce que l'emploi, aujourd'hui, tout le monde a le droit d'être chômeur dans cette époque si spéciale. Mais nous avons les projets qui ont fait la preuve que cette économie n'est pas seulement une bonne idée, on crée le plein emploi. Et le plein emploi, c'est pour tout le monde rêve et même fantaisie. Tandis que pour nous, si vous avez le plein emploi et vous utilisez tout ce que vous avez, c'est-à-dire pas de déchets, et personne triche, mais vous avez le bonheur, vous êtes quand même dans des conditions extraordinaires. Nous avons des communautés en Colombie, nous l'avons fait au Bénin, nous l'avons réalisé aussi en Espagne. J'ai des communautés au Japon où on a réalisé ça.
Et je crois que c'est important. On a fait. Et c'est pour ça que, oui, on peut m'appeler naïf, stupide, hors du raisonnable, farfelu et quoi qu'il soit. Ma réponse est toujours la même. Venez avec moi, regardez les projets qu'on a faits. Parce que je ne veux pas discuter avec les gens qui ont le cerveau serré. Je veux vraiment ouvrir le cerveau. Vous récusez donc tous ceux qui vous diraient, en fait, vous êtes un décroissant qui avance masqué. Vous promettez carrément l'abondance. C'est même le titre d'un chapitre de votre livre, Atteindre enfin l'abondance. Alors, Ah, mais tout est fait pour avoir l'abondance. La seule chose, c'est que vous y voyez un modèle économique où vous devez être le meilleur marché. Vous n'avez jamais l'abondance. Jamais. Parce que la pression est sur le prix et pas sur l'approvisionnement des produits de qualité pour tout le monde. Et je crois que c'est là on a raté vraiment l'opportunité après la Seconde Guerre mondiale, où on avait cette grande crise de la Seconde Guerre, et tout d'un coup, on s'est réveillé dans les années 68, et après avec le fameux rapport du Club de Rome, où on s'est dit « halte à la croissance, mais qu'est-ce qui nous passe? Qu'est-ce qui nous arrive ?» Et on n'a rien fait. Ce sont les hippies qui ont créé quand même la société du consumisme à l'absolu, à l'absurdité, où on consomme plus que la Terre est capable de produire. C'est là où il faut dire oui, mais si on change de modèle, c'est parfaitement possible. C'est le cas du café, j'ai du thé, j'ai des antioxydants, je peux commencer à produire beaucoup plus. Et c'est la surprise de beaucoup de gens qu'il y a des cas concrets qui ont fait la preuve. et est-ce que c'est reproductible à l'ensemble de l'économie? Parce qu'on va vous dire c'est des schémas de niche qui sont une astuce maligne pour un petit phénomène, mais en fait ce serait pas reproductible pour toute l'alimentation, toute l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Évidemment, l'industrie comme Nestlé va dire c'est pas possible pour nourrir le monde. Eh bien, je suis désolé, je crois que oui, c'est possible. Mais pas avec l'économie d'échelle traditionnelle. Il faut trouver autre modèle. Je vous donne un cas concret sur les nanoplastiques. Les nanoplastiques, les microplastiques, il y a un grand rapport qui fut publié il y a quelques mois où la conclusion était que c'est impossible de nettoyer les océans. Les grosses poisses, oui, mais les petites, c'est fichu, c'est fini. Voilà. Je dis, mais non. Quand moi me dit c'est impossible, moi je m'intéresse pour savoir pourquoi il y a quelqu'un qui est scientifique qui dit c'est pas possible. Ça veut dire on veut absolument nier l'innovation, la créativité. Alors je me suis dit, quel est le biomimétisme, le système biomimétique qui est le plus créatif et le plus efficace pour enlever une toute petite pièce sur nos poumons? Les poumons sont à la fin de la journée 500 millions de petites mousses avec des connexions capillaires et les poumons sont capables d'enlever seulement le CO2. Alors j'ai mis autour de la table les scientifiques qui sont spécialisés dans cette fonctionnalité. Comment est-ce que les poumons enlèvent CO2? Je leur ai posé la question, est-ce qu'il serait possible de le faire avec des nanoplastiques? Je dis, oui, on va rechercher. 3 mois après, ils disent, Günther, c'était facile, hein? C'est beaucoup plus facile que le CO2. Je dis, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Maintenant, nous avons les prototypes déjà qui nous permettent de nettoyer 1000 litres d'eau polluée avec les nanoparticules en 1 seconde. Alors, je commence à rêver. Je dis, 1000 litres par seconde, c'est 400 000 tonnes par jour. Ce sont de bons chiffres. Je multiplie par 1000. Je l'ai fait pendant 10 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai nettoyé la Méditerranée. Ça paraît trop beau. Quel est mon budget? J'ai besoin de 2,5 milliards. Et on me dit quoi? Non, l'argent est devenu tout à fait secondaire. La technique est là. Est-ce qu'on va mobiliser les forces politiques et économiques autour de la Méditerranée pour le faire? Je préfère Méditerranée parce que pour l'océan Pacifique, ça me prendra 140 ans. Alors là, je suis plus là. Je préfère quand même avoir. Mais
on va rallier les gens. Alors, des personnalités comme Maud Fontenoy et les autres disent immédiatement, mais allons-y, hein. Est-ce qu'ils m'ont demandé des plans d'affaires? Non. Est-ce que quand on est devant une telle opportunité, on est prêt de rêver et de mobiliser? Parce que moi, je vais monter en juillet prochain la preuve que vous avez l'eau propre et l'eau propre. Ah oui, mais ici, il y a encore des nanoparticules. Et on va enlever les nanoparticules, on va faire la preuve qu'en une seconde, c'est possible de le faire. Et si on a vu la preuve, est-ce qu'on va me donner les permis? Est-ce qu'on va me donner les permis de mettre... Ou est-ce qu'on va m'exiger de faire des études d'impact sur l'environnement? Selon les critères qui sont obligés pour mettre n'importe quel système dans l'eau de mer. Et quand j'ai vu les procédures que je dois suivre pour avoir le permis d'émettre 1000, je dis je ne le fais pas en France ni en Italie, je le fais en Algérie. Je le ferai en Tunisie, je le fais avec les Marocains. Alors je vais le faire dans la rive sud, pourquoi? Parce que dans le sud, il n'y a pas cette résistance. Il y a encore des gens qui ont l'enthousiasme pour faire des choses et de dire les règlements, aujourd'hui, n'ont pas prévu une telle installation qui nous permet de finalement, enfin, nettoyer notre Méditerranée. Et pourquoi, au-delà de la Méditerranée, pourquoi vous n'allez pas en Asie, du coup, justement, si tout est plus simple et plus rapide là-bas, plutôt que dans la vieille Europe qui croule sous les règlements et les obstacles? Mais vous savez, je n'ai pas de problème à avoir des permis en Turquie, ni en Algérie, ni en Ah oui, Tunisie. donc vous n'avez pas besoin d'aller si loin, en fait, pour, Je peux rester ici dans la région et je suis convaincu qu'une fois que c'est établi, je suis convaincu que les autres vont suivre. Mais je crois que de temps en temps, on a besoin de quelqu'un qui met le doigt là-dessus et dit « Vous exagérez. Vous exagérez avec votre administration majuscule. Il faut quand même être un peu plus relax pour l'innovation et surtout pour l'opportunité de création d'emplois. » D'accord. Donc, ouais, on a passé une année, je voudrais revenir un peu sur toute la Covid et les 12 derniers mois, là, voire plus. On a passé une année qui a été marquée par toutes les illusions de départ sur le monde d'après et les désillusions qui ont suivi, puisque le monde d'après, d'une part, n'arrive pas, d'autre part, plus grand monde n'y croit, en tout cas dans l'espèce d'enthousiasme qu'on avait il y a environ un an. Est-ce que vous avez adhéré à cet espoir qu'on change de paradigme et qu'on rejoigne le changement que vous appelez de vos voeux? Comment vous avez vécu toute cette année de crise sanitaire? Je connais pas de crise sanitaire, je connais des crises de cerveau. C'est-à-dire, on a une perception de crise qui n'est pas de crise. Ce qu'on a où nous avons besoin, et ce que j'ai fait, c'est que quand nous sommes dans une époque où, soit par votre décision ou pour imposition de l'État, vous êtes confinés et immobilisés, eh bien, ceux qui ne se laissent pas confiner ni immobiliser par soi-même ou pour des règlements, ce sont des gens qui déterminent l'agenda d'aujourd'hui. Et c'est mon opportunité, où il y a des agendas. Bien entendu, c'est pour ça que je ne peux rester que 48 heures en France, parce que c'est trop limité. Je m'en vais, je sors, j'ai fait mon Covid, même si j'avais déjà le Covid, j'ai fait les tests PCR, mais je m'en vais. Parce que c'est pas possible d'innover. Mais je veux quand même laisser des graines, je laisse quand même un espoir pour pas mal de gens. Mais je vais là où les initiatives aujourd'hui vont décider les agendas de demain. Et pour moi, c'est ça l'opportunité. Parce que je comprends pas, quand vous avez un ennemi en commun, vous devez mobiliser tout le monde et pas démobiliser tout le monde. Et alors là, je vais dans les pays, je vais dans les villes, je travaille avec et les responsables politiques et les responsables d'entreprises et de sciences, où nous avons l'opportunité d'agir maintenant. Mais parce que si on regarde bien, les pays qui s'en sortent le mieux sont à peu près les mêmes que ceux que vous décriviez comme plus ouverts à l'innovation, plus agiles, plus jeunes aussi. Il y a aussi évidemment le facteur des âges des populations, mais il y a quand même une corrélation assez surprenante entre les pays, les vieux pays fatigués et les pays à l'énergie vitale qui s'en sortent mieux, en Asie, en Afrique. Vous voyez que c'est le même, vous faites le parallèle du coup dans la gestion Covid et
Et le rapport à l'innovation? Je ne fais pas des parallèles, je me mets sur mes vagues et je sais par exemple au Sénégal où j'ai passé du temps pour faire l'analyse des opportunités du Sénégal parce que le Sénégal souffre des pays qui ont dépendu autant de tourisme. Il n'y a pas de touristes, il n'y a plus rien. Mmh. J'étais au Sénégal, j'étais en Colombie à la côte Pacifique où il y a quand même 97% de chômage. Qui prend soin des gens entre-temps? Mafia, les drogues. C'est-à-dire on a donné champ libre à la cocaïne. Mais imaginez-vous, et ces gens-là, de quoi ils vont manger? Mais ils vont manger les œufs des tortues. Bah, c'est évident qu'ils vont manger les œufs des tortues, parce qu'il n'y a plus de pain, il n'y a plus d'argent de manger, on n'a pas d'argent pour acheter un œuf d'une poule. Alors, si je constate cette situation où on a été quand même très inconsidéré pour tout ce qui est humain, eh bien, je me mets là dans des projets où nous sommes capables de faire des innovations au-delà que j'étais capable de m'imaginer. C'est en vous entourant que vous dépassez vos idées à vous? Ah oui, nous sommes aujourd'hui, par exemple, dans l'énergie. Bien entendu, tout le monde met sur l'hydrogène. Moi, je fais l'analyse de l'hydrogène et j'arrive à la conclusion que l'hydrogène aujourd'hui, quand même, consomme la moitié de son énergie pour le compresseur, pour le mettre sur 700 bars. Mais si la moitié est bouffée par un compresseur, changeons quand même la technique. Réaction en Europe, c'était c'est pas possible. Ah, voilà, aujourd'hui, nous avons la technique qui nous permet de faire une réaction chimique naturelle avec l'eau de mer, l'eau salée, et nous avons une réaction qui nous permet d'avoir l'hydrogène à 350 bars. J'élimine le compresseur, j'augmente avec 100% l'efficacité de l'énergie. Et je le fais avec l'eau de mer. Et mon sous-produit, c'est l'eau potable. Et j'élimine alors les membranes qui sont quand même un grand problème dans la gestion environnementale de la désalinisation. Et tout d'un coup, j'ai une nouvelle technique. Alors, pour moi, c'est ça ce qui est important. Nous avons des opportunités de rompre toutes les idées, concepts qui sont établis et on prend un après l'autre afin d'avoir des résultats concrets sur le terrain. Vous êtes un scientifique refoulé, au fond. Mais je suis un économiste qui est un rêveur et comme je ne suis qu'un économiste, les scientifiques, il y en a qui ont la patience pour m'expliquer les choses. Alors, si on m'explique le problème avec l'énergie éolienne, est-ce qu'on a fixé le rotatif? Et si on a un cerf-volant qui bouge, on peut avoir l'éolienne 24 heures sur 24. Je dis, faisons-le. Je ne dis pas pourquoi est-ce qu'on ne fait pas. Non, 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 faisons-le. Je ne veux pas entrer dans le débat. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Je le fais. Et comme je l'ai fait, ce cas-là, avec un permis allemand, les Allemands ont approuvé le cerf-volant qui fonctionne 24 heures sur 24 à 3 centimes kilomètre-heure. Ça veut dire que je fais la concurrence contre le nucléaire avec l'éolienne. Une énergie éolienne qui fait la concurrence avec le nucléaire et le charbon. Et nous l'avons. Alors l'Europe, qu'est-ce qu'il y a? Bon, les permis, on sait. Mais l'Allemagne m'a donné le permis. Maintenant, l'Espagne me donne le permis. Et la France? On n'a pas encore demandé. C'est une réponse. Alors, vous dites, en conclusion du livre, que les principes actuels, primauté de la chaîne logistique, sous-traitance, cœur de métier, ne sont pas seulement anachroniques, ils portent en eux leur propre destruction. Je voudrais avoir un mot avec vous sur le concept de les modélisations qui nous conduisent à l'apocalypse. On sait que on est donc à utiliser des ressources finies comme si elles étaient infinies et que, en gros, c'est un modèle qui n'est pas pérenne, pour le dire simplement. Seulement, les anciennes prédictions, ça doit être l'objection qu'on vous fait souvent, ont à chaque fois été démenties par l'inventivité humaine, mais en restant toujours dans la logique industrielle que vous appelez à dépasser. Est-ce que, pour vous, ces modélisations n'ont pas, comme en économie d'ailleurs, leurs limites parce qu'en fait, elles sont trop, elles reposent sur des hypothèses trop limitées par rapport à l'étendue du problème? Soyons clairs.
Quand le Club de Rome a publié le fameux rapport Halte à la croissance, 71, Vous en étiez déjà membre ou pas? Vous avez non, été... Non, vous avez été 40 ans, plus de 40 ans membre du Club de je Rome. suis 41 années membre du Club de Rome. C'est-à-dire que je suis le vieux aujourd'hui. Mais à ce moment-là, la capacité productive de la Terre était encore suffisante pour nourrir tout le monde. Aujourd'hui, on a transformé la totalité de notre Terre en mine. C'est-à-dire, on est en train de miner. Nous sommes devenus des mineurs. C'est-à-dire que l'agriculture, c'est pas agriculture. Il n'y a rien de culture, c'est agri-mineur. On est en train d'excaver la totalité de la terre. C'est pour ça qu'on a réussi quand même à maintenir cette croissance imaginative qu'on a. Mais je ne dis pas qu'on est là, on est au-delà de nos limites, mais nous avons été ingénieux à exploiter la terre. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, je montre qu'il y a autre modèle d'affaires où j'ai une abondance. Prenons le cas de El Hierro. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est une île qui a connu une dépopulation énorme de 30 000 de l'époque de Christophe Colomb à 5 000. Et tout d'un coup, la population locale dit, mais les enfants ne reviennent même pas pour l'anniversaire de leur grand-père. À ce moment-là, ils ont décidé de repenser l'économie. Parce qu'une petite île ne peut pas s'insérer dans cette économie core business, supply chain, etc. Ça, c'est pas possible. Tandis qu'on a appliqué la même logique pour tout le monde. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de futur. Aujourd'hui, la population a triplé, le plein emploi, couverture, nourriture, 70% déjà, couverture, eau, énergie, 100% et renouvelable et durable. Et tout d'un coup, on constate que c'est possible pour 5 000 ou 10 000 personnes. Alors oui, on en revient au problème de la niche. Exactement, on y arrive. Mais je ne suis pas obligé de le faire grandir. Je répète. Je répète les communautés. À Bénin, il y a cet extraordinaire exemple du centre Songhai. À Porto Novo, si on visite Songhai, on est convaincu que l'Afrique est capable de se nourrir. Parce que si c'est possible à Porto Novo, sur 7 hectares, ce qu'ils ont fait, on est capable de le faire. On peut même diminuer l'aréal de notre agriculture, parce qu'au lieu de seulement regarder blé, les grains de blé, on regarde la paille. Et la paille, je fais des champignons. Et des champignons, j'ai un résidu. Ce résidu est une extraordinaire nourriture pour les vaches. Les vaches qui ne mangent pas de la paille, aujourd'hui qui sont soumis à une diète de soja. Alors, tout d'un coup, je commence à voir qu'il est possible de quand même d'utiliser les dynamiques de la nature. Mais à petite échelle, du coup. À petite échelle reproductible, plutôt qu'à grande échelle, toujours plus grande. Mais répétons-le millions de fois. Pourquoi je dois le répéter seulement 1-2 fois? Non, on peut le répéter millions de fois. Et c'est là où je crois que nous avons la grande opportunité aujourd'hui. Quand j'ai lancé le Marc Café la première fois, j'avais les premières 10 entreprises. On a dit, ah oui, mais c'est petite échelle. Maintenant, on est à 6 000. On dit, ah, mais c'est petite échelle. Alors, si je suis à 100 000, je suis petite échelle. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal que, comme dans la nature, on ne fait pas un contrôle pour le monde entier, on le fait par écosystème. Et nous, comme êtres humains, nous avons besoin d'un système de communauté. Nous avons perdu la communauté. Nous avons perdu ce tissu social. On a perdu tout ça. Alors, retissons la communauté en faisant des choses qui font du bien pour tout le monde. C'est une véritable philosophie que vous proposez au fond, au-delà d'un système économique. Vous vivez comme un philosophe, parce que Idriss Aberkan, qui vous décrit comme un de ses grands inspirateurs, parle du fait que la sagesse doit dépasser la seule intelligence telle qu'on la conçoit. Vous considérez comme un messager de sagesse? Quand vous avez réalisé plus de 200 projets,
Et quand quasi la totalité de ce projet était considérée comme farfelu ou faux et impossible, mais on les a fait, qu'est-ce qu'on devient? Arrogant? Est-ce qu'on devient visionnaire? Non, on devient faiseur. Et de ce que le monde a besoin, ce sont des faiseurs qui ont vraiment cette attitude, ce désir, ce plaisir, cette énergie pour faire, mais avec un revers. Et le revers, c'est partager. C'est partager avec la nouvelle génération, c'est partager avec les autres et qui ont envie de faire mais ne savent pas où commencer. Et je crois que faire avec le partage, ça sera la transition économique pour tout le monde. Vous voyez comme un faiseur, Ah, un partageur et pas un gourou, un Je suis sachant pas ou du tout un... gourou, je n'aime pas du tout le titre ni gourou, ni grand maître, etc. Je suis un faiseur qui partage. Et ça, vous savez, c'est contagieux, hein. Quand les gens voient ce que je fais, ce que font les autres et nos équipes, les gens disent mais et moi? Et c'est ça. Ce n'est pas me too, c'est we too. Nous allons le faire. Nous aussi. Nous. D'accord. Vous avez évoqué le choc des générations, enfin la transmission entre générations, pour qu'il n'y ait pas de choc. Or, dans cette question du rapport à la terre, aux ressources, au modèle de société qu'on veut, il y a quand même un gros clivage générationnel. Vous évoquez dans le livre votre prise de conscience dans les années 80, accentuée dans les années 90 où sont nés vos enfants, je crois. La génération de vos enfants, la mienne aussi, enfin, on n'a pas du tout le même rapport aux objets ou à la consommation, et en même temps, on a un héritage bien lourd à porter. Est-ce que vous avez pas le beau rôle dans cette histoire en ayant eu la rente de situation, je dis vous, mais c'est votre génération, à vouloir ensuite faire peser sur les générations suivantes les conséquences d'un modèle qui, pendant, disons, depuis l'après-guerre, pendant 60 ans, maintenant, 70 ans, a été irresponsable. Si on fait l'analyse, on arrive à des conclusions désespérantes. Oui. Je ne fais plus d'analyse. Ah non, parce que si je mets là-dedans, je m'en sortirai plus jamais. Si de l'autre côté, je fais un portefeuille d'opportunités, je décris l'éventail de tout ce qui est possible maintenant et demain, eh bien tout le monde devient enthousiaste. Alors je crois qu'il faut bien trier les informations, bien éliminer ce qui n'est pas nécessaire pour pouvoir réaliser quelque chose. Et c'est évident, si moi je fais l'analyse de tous les problèmes auxquels je dois faire face, peut-être je ne démarre même pas. Mais si je dis, je sais que la production de papier, sans couper un arbre, sans eau, recyclable pour toujours, ça c'est quelque chose où j'aimerais bien faire partie de l'équipe qui l'a lancé. Et c'est comme ça que nous avons identifié au début des dizaines, après des centaines et maintenant une 300aine d'opportunités. Alors ce portefeuille d'opportunités est le porteur d'avenir. Parce que tout le monde s'identifie avec ce qu'on croit que c'est possible. Et il y a alors là, avec la différence entre du think tank et le do tank, think, on ne prend pas de risques. On va revérifier, on va réanalyser, on va vérifier avec des autres, on va avoir la critique. Le do, c'est faire, on prend le risque. Et c'est mieux de dire je m'excuse que de dire je ne l'ai pas fait, parce que je croyais le risque était trop élevé. Ce qu'il nous manque dans cette équation, jusqu'à présent, c'est les finances. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'argent disponible pour faire des projets, des projets qui portent quand même des risques, parce que ce sont des projets qui n'ont jamais été faits auparavant. Et c'est là où je trouve, pour la première fois dans ma vie, des 42 ans d'entrepreneuriat, un capital disponible pas pour avoir un retour garanti, mais un capital qui est disponible pour laisser un héritage. Et si on va cerner l'héritage comme on a nettoyé la Méditerranée, on a un papier qui est recyclable pour toujours, on a
quadrupler la productivité sans OGM, sans chimie, avec le bio, avec le café, tout d'un coup, il y a des gens qui disent « donne-moi ce café, donne-moi ce projet ». Et cette opportunité de dire « nous avons l'intelligence artificielle avec des cerfs-volants et l'excédent des cerfs-volants de l'énergie, on va le transformer en hydrogène ». Aussi à 3 centimes kilowattheure. Ça veut dire ne dit plus que l'hydrogène est trop cher ou seulement fait avec le nucléaire. Je peux le faire. Quand je commence et je continue, comme j'ai fait hier à l'école Schema à Sophie, à Sophie Antipolis, ouais. si je démarre et je les entretiens pendant des heures, les étudiants ne veulent pas arrêter. Ils veulent avoir plus. Parce que finalement, c'est l'oxygène, c'est la vie. On voit que c'est possible, mais on ne peut pas imposer. Il faut exposer les opportunités. D'accord. Donc pour vous, la résignation de ceux qui disent de toute façon, c'est tout est foutu. Ça, on a bien compris. C'est pas votre objet. Mais de l'autre côté, tous ceux qui se veulent lanceurs d'alerte, comme par exemple Greta Thunberg, qui est un peu vindicative quand même dans sa façon qui avec son How dare you, comment osez-vous, qu'elle avait adressé à ceux qui étaient inconscients selon elle. Pour vous, c'est pas la bonne approche? Non, ce n'est pas c'est une approche, elle a le droit de le faire, c'était très efficace pour réveiller des gens. Mais moi, je parle, j'inspire des gens qui disent « j'aimerais bien faire ». C'est la raison pour laquelle on va refaire le Super France, Tour de France en août. On va revisiter des villes où le chômage est le plus élevé, où le chômage dépasse les 25%. Il y en a beaucoup en France. Et on va visiter, voir les élus, voir les ONG, voir les scientifiques, voir les entrepreneurs, les innovateurs et les jeunes qui ne trouvent pas leur place. Et on va se rencontrer, on va dialoguer et en 24 heures, on identifie des initiatives. Et qu'est-ce que vous avez de plus que les instances existantes pour réussir en 24 heures ce qu'ils n'arrivent pas à faire tout le reste de l'année? C'est l'enthousiasme. C'est contagieux. L'enthousiasme et les cas concrets. Parce que qu'est-ce qui est le plus enthousiasmant? Si on me dit le papier pierre, mais on l'a fait. Si on me parle de l'IFI, on l'a fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est devant une réalité et on se pose la question « et pourquoi je n'étais pas informé ?» Je dis voilà, demandez aux médias. Demandez à François, demandez à TF1, demandez à France 24, demandez à la presse pourquoi la presse n'en parle pas. Pourquoi la presse est obnubilée par un problème et ne souhaite que décrire des problèmes. Pas toute la presse, il y a quand même quelques voix qui sortent du catastrophisme. Je pense par exemple à Luc Ferry qui, cette semaine sur Sud Radio, disait « On a tous les moyens de régler le problème climatique et jamais l'humanité, d'un certain point de vue, ne s'est aussi bien portée. » Donc tous ceux qui disent que c'était dit beaucoup mieux avant se trompent. Est-ce que vous souscrivez à cette déclaration? C'était à l'occasion de la sortie de son livre « Les 7 écologies ». Il est évident que toutes les solutions sont là. Mais les solutions doivent s'inscrire dans notre modèle d'affaires. Parce que si on l'inscrit dans le modèle économique d'aujourd'hui, même les grandes solutions ne seront pas appliquées. D'accord, donc il faut vraiment adopter l'intégralité de l'économie bleue. Pas l'économie bleue, mais il faut quand même changer cette folie de absolument vouloir avoir la concurrence sur les prix. Le monde entier. Et c'est pas une nouvelle utopie? Mais l'utopie, ça veut dire qu'il n'y a pas encore lieu. Je suis spécialiste de convertir utopie en topie. D'accord. Donc, c'est-à-dire que le U privatif, mais non. Ça veut dire incarné dans un lieu. Il faut le dire comme il est. Chaque produit sur cette table n'existait pas que dans la tête d'une personne. Chaque produit, micro, verre, carton, lunettes, papier, rien n'est sorti que de la tête d'un individu qui s'est imaginé. Alors, c'était utopie au début, parce que ça n'existait pas. Je crois qu'il faut quand même revenir à la force créative de l'être humain, qui démarre toujours avec des utopies. Alors moi, volontiers, je suis utopiste, mais je suis spécialiste de laisser tomber d'en faire topie. Est-ce que d'un point de vue philosophique, vous vous inscrivez dans le courant qu'on appelle de l'écologie intégrale? Parce que votre économie bleue se veut une approche
global, holistique. Est-ce que vous avez une sensibilité à ces concepts, ou alors vraiment vous tracez votre route sans vous occuper des querelles de chapelle, entre guillemets, conceptuelles? Les chapelles conceptuelles, non, je ne suis pas très bien là-dedans, mais je m'inscris très fort dans cette approche systémique, Hmm. approche écosystème. Oui, qu'on peut appeler de différentes façons. Alors, c'est-à-dire que tout est connecté et relationné, c'est-à-dire qu'il est impossible de s'imaginer un produit comme café ou thé sans considérer les abeilles. Malheureusement, quand le problème des abeilles est traité séparément des thèmes qui sont quand même directement concernés, le café et le thé. Alors, il faut les intégrer. Et quand on fait cette connexion, c'est impossible de ne pas le lier avec la biodiversité, la vie. Nous avons quand même lu tous les rapports des grands scientifiques qui ont dit nous aurions des pandémies pour toujours si on ne récupère pas notre biodiversité. La biodiversité, parce que c'est la résilience. C'est le seul contrôle naturel. C'est pas seulement notre système immunologique, c'est la biodiversité nous entoure. Il faut réinviter la biodiversité autour de nous parce que on sait que ceux qui vivent dans des endroits de haute biodiversité, les pandémies n'existent pas. Vous avez le sentiment d'avoir réussi, pour finir, depuis plus de 40 ans que vous militez, entreprenez, écrivez, parlez sur ces sujets. Vous avez le sentiment d'avoir réussi à convaincre l'opinion publique ou les élites, que vous avez beaucoup travaillé, si je puis dire, au sein du Club de Rome, par exemple? J'ai encore, j'espère, 25 ans devant moi. On vous le souhaite. Alors, il y a encore un chemin à bâtir. Et il faut se battre pour le bâtir. Je crois que nous sommes sur une voie où j'ai pu dépasser plusieurs de mes rêves, et ça me donne une grande satisfaction, mais aussi une grande responsabilité, parce que je souhaite que les autres aussi auraient ce grand plaisir de dépasser les rêves. Et quand je constate qu'il y a tant de gens qui font tant d'efforts pour avoir des résultats, je crois qu'il faut rallier toutes ces grandes forces pour être quand même, d'avoir une injection de ces milliers d'opportunités qui sont devant nous. Et une fois qu'on démocratise cette opportunité, c'est pas le privilège des riches, ni le privilège de ceux qui ont l'accès au capital, mais c'est le privilège de tout le monde, on va avoir une transition très rapide. Et ça, c'est le succès que nous avons eu avec les champignons sur le marché café. Ça, c'est le succès. En Asie, on a plus de 1000 entreprises de production de vinaigre avec la peau des fruits citriques. Parce qu'avec 1 kilo de peau de fruits citriques, 7 cuillères de sucre, 1 litre d'eau, vous faites le meilleur détergent, le meilleur désinfectant. Et nous avons des milliers d'entreprises qui furent créées dès que je l'ai lancé et que j'ai fait la preuve qu'en 2 semaines, on a son produit. En 2 semaines, il ne faut pas faire un business plan, on n'a peut-être pas terminé le business plan, le premier produit est déjà là pour la vente. Et c'est ça ce qu'on a besoin, des choses qui touchent les gens, qui sont pratiques à faire, et un environnement qui est très propice pour pouvoir les réaliser. Et vous dites dans votre livre que vous êtes inapte à l'indifférence. En gros, vous dites votre raison de vivre, votre raison d'être qui a guidé tout votre parcours, c'était une sorte d'incapacité naturelle, de tempérament peut-être, ou d'éducation, à être indifférent au sort de la planète, du monde, des hommes. Est-ce que c'est toujours ainsi que vous résumeriez votre essentiel, si vous deviez, pour conclure, en une phrase, dire l'essentiel de votre message? L'essentiel, c'est que tout le monde est capable et responsable. Nous sommes tous capables de le faire. Et tous et toutes, nous avons la responsabilité de le faire. Et qui vous exige que vous accepteriez cette responsabilité? C'est vous-même. C'est vous-même. Il n'y a personne qui m'a demandé de faire ça. Et j'ai eu, bien entendu, cette grande cadeau de vie que je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. J'étais toujours indépendant. Et mes parents je suis venu d'une famille très modeste où j'ai dû commencer à travailler à 14 ans. C'est-à-dire que je n'ai pas le capital du passé. Mais quand on sent qu'on est responsable, eh bien, on est capable.
Merci beaucoup, Gunther Pauli, Merci de à vous. nous avoir accordé cet entretien essentiel. Tous capables et responsables. Nous resterons donc sur cette belle conclusion. Je rappelle que votre livre, donc L'économie bleue 3.0, votre best-seller, est disponible donc aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous tous de nous avoir suivis sur France Soir. À bientôt dans un prochain entretien essentiel. Au revoir.